Voici une petite vidéo permettant de faire des premiers pas avec R et RStudio. R est un langage avec ses codes, sa syntaxe et sa logique plus globale. Il faut être donc très précis lorsqu'on veut l'utiliser. Il faut respecter les règles de R. Il faut aussi en comprendre la logique pour en tirer le plus grand profit. Aujourd'hui, nous allons faire 5 choses. Comprendre les fenêtres de R, du moins d'une manière simple, importer une base de données, faire avec des variables de cette base des tableaux, d'abord simples ou un peu plus complexes, croiser des variables et faire un premier graphique. Une fois R installé, puis RStudio évidemment, en suivant les précisions bien indiquées, vous devriez obtenir un environnement qui ressemble à ceci. À droite, on y retrouve les fenêtres qui permettent d'accéder par leurs onglets à différentes composantes. Les éléments de l'environnement qu'on créera, l'historique de nos actions, les graphiques qu'on va produire et qu'on va ajouter. On va retrouver aussi une fenêtre d'aide nous permettant d'accéder à des particularités et des informations précieuses. Mais en gros, c'est à gauche que tout se joue. On peut bien sûr écrire directement dans cette fenêtre-là, dans cette console-là, par exemple 4 plus 5, obtenir la réponse. On peut faire une assignation d'une valeur, x égale 10, plus, et ensuite x plus 3, et on obtient la réponse. Mais généralement, c'est pas comme ça qu'on procède. On n'écrit pas directement dans la console. On écrit dans un fichier. En fait, on ouvre dans File, on ouvre un nouveau fichier. Ce fichier-là est appelé un script de R, et vous voyez que s'ouvre une deuxième fenêtre. Ce script-là, c'est là qu'on va écrire l'essentiel. On peut d'abord écrire un commentaire. Un commentaire est toujours commencé par un dièse, et on va écrire « premier exercice ». Cette ligne-là est inopérante, elle ne fait rien de particulier, mais elle nous est utile pour nous y retrouver et pour bien indiquer qu'est-ce qu'on fait, le travail, les opérations qu'on fait. Et c'est souvent utile aussi pour les autres, puisque ce fichier-là peut être gardé, conservé, peut être transféré et peut être l'objet d'une discussion. Donc, on pourra le sauvegarder par après. Donc, voyons qu'est-ce qu'on peut faire d'abord. Voyons si on peut reproduire notre petite arithmétique de tout à l'heure. Oui, bien sûr. Si je sélectionne ces deux lignes-là, cette ligne-là, et que j'appuie sur Run, c'est ce qu'on appelle faire rouler un script ou exécuter un script, j'obtiens dans la console en bas la réponse. Je peux faire la même chose que tout à l'heure, bien sûr. X est égal à 10. Puis x plus 7, je sélectionne les deux lignes, et voilà, j'obtiens la réponse. Au-delà de cette arithmétique un peu simple, allons un peu plus loin et appuyons-nous sur le site de référence de cette formation, le site dimension.usherbrooke.ca, que j'ai créé avec des collègues de l'université. On y retrouve beaucoup d'informations, beaucoup de ressources, comment travailler avec des séries chronologiques, comment trouver des données, comment extraire certaines données, comment travailler avec des données géographiques, comment travailler avec des données de la Banque mondiale, des données sur les inégalités économiques, comment aussi se débrouiller avec les données textuelles. Comment travailler avec les programmes politiques, comment faire des transformations, comment faire de l'inférence. En fait, c'est une mine d'exemples. Vous pouvez vous appuyer sur ces exemples-là, les copier-coller, puis les transformer pour les adapter, bien sûr, à votre propre recherche. Allons au chapitre 2, qui correspond au chapitre 2 du livre. Allons sélectionner ce premier code récapitulatif. On va le copier-coller dans R, on va le placer dans notre fenêtre du script. C'est dans cette fenêtre-là qu'on va retrouver l'essentiel de toutes nos commandes et on va voir le résultat tout en bas. La première ligne est sans aucun doute la plus intrigante. Elle contient une fonction read.csv.
Vous l'avez deviné, cela ordonne à R de lire un fichier de type CSV. Cela peut être un fichier que vous avez construit vous-même ou un fichier déjà existant. Souvent, les grandes bases de données sont dans un format CSV. Pourquoi, dans ce cas-ci, CSV2? C'est parce que pour les usagers francophones d'Excel, la séparation se fait avec le point-virgule, tandis qu'en anglais, elle se fait avec la virgule. Vous avez deviné que c'est pour une raison facile à comprendre. En français, dans un nombre décimal, la décimale est exprimée avec une virgule, tandis qu'en anglais, c'est par un point. On l'utilise avec deux arguments. Donc, on voit la fameuse parenthèse d'entrée, la parenthèse de sortie, et on y retrouve deux arguments. Le premier argument, c'est l'adresse où on retrouve le fichier, le fameux fichier de format CSV, et le deuxième argument, c'est pour indiquer à R que la première ligne va servir à indiquer le nom des variables. Donc la première ligne, la tête du fichier, sert à indiquer le nom des variables. Ces deux arguments sont séparés par une virgule. Je vais donc faire rouler cette première ligne-là et je vais obtenir ma base. Donc, cette fonction-là a créé un objet. Cet objet s'appelle base. Voilà. Cette base, je peux décider de l'avoir directement, donc de prendre cet objet et de le regarder, et voilà, j'obtiens tout en bas le résultat. Je peux aussi aller dans mon environnement, et vous voyez, dans mon environnement, on m'indique ce qui a été stocké. Donc cette base-là, elle est visible, et elle est ici visible comme un petit fichier Excel. Si je reviens à mon script, souvent ce que je fais quand j'obtiens une base ou quand je travaille avec une base pour m'assurer que tout est correct, la toute première chose que je fais, c'est pas tellement de voir la base, c'est surtout de voir ses dimensions pour m'assurer qu'elle est conforme à ce que j'attendais. C'est ensuite une occasion de voir, je m'en vais ici chercher cette ligne-là, je la transpose ici. C'est une occasion de voir le nom des variables, observation, revenu et vote. Donc ici, j'ai mes informations essentielles. J'ai l'assurance d'avoir obtenu la bonne base. Je suis prêt à faire mes premiers tableaux. Donc, je vais placer un commentaire, mes premiers tableaux. Le premier tableau, bien sûr, ça va être avec le vote, disons. J'utilise une fonction, à nouveau, cette fois la fonction table, parenthèse d'entrée, parenthèse de sortie. Et vous voyez là quelque chose de particulier, je vais utiliser ma base, la base. Et pour indiquer à R que j'ai besoin d'avoir le vote, je vais unir le nom de la variable par le signe de $. C'est une convention. Le nom de la variable, signe de $, base. Et ainsi, j'obtiens de la base que le vote. Et si je veux obtenir la distribution, donc de voir il y a combien de personnes qui sont à gauche, combien de personnes sont à droite, je vais faire rouler cette ligne, je vais l'exécuter et je vais obtenir qu'il y a 5 personnes à gauche, 5 personnes à droite, ce qui est conforme, bien sûr, à ce que je vois ici. La même chose pour le revenu. Je fais rouler cette ligne-là, je fais exécuter cette ligne-là et j'obtiens des premières informations. Je peux aussi procéder autrement en plaçant mes deux variables qui vont être deux arguments dans la même fonction. Vous voyez, la fonction c'est la même, mais cette fois-ci elle contient deux arguments. Un premier argument, le vote, un deuxième argument, le revenu. Et quand je fais rouler cette fonction-là, j'obtiens le croisement des deux variables. Et à la limite, une bonne partie de la recherche scientifique consiste à croiser des variables. À voir, est-ce que les femmes ou les hommes réagissent autrement? Est-ce que selon l'âge, le revenu est différent?
Est-ce que les gens qui ont reçu tel médicament ont réagi autrement? Donc, on croise des variables et on cherche à voir si la fréquence dans un cas est plus élevée que la fréquence dans l'autre cas. On cherche à voir s'il y a une différence entre les deux distributions selon une autre variable. Donc, le tableau ici en question, c'est une information qui est très précieuse. Ce tableau-là, je peux lui-même le transformer en un objet. Je peux lui dire, stocke dans ta mémoire ce tableau-là. À première vue, il ne se passe rien de très singulier, mais il a placé en mémoire T1. Et ici, supposons que je fais T1, tout simplement, je fais rouler et j'obtiens mon tableau. Donc, il a gardé en mémoire le fameux tableau. Et avec ce tableau, je peux faire bien des choses. Je peux utiliser d'autres fonctions de R. Par exemple, je pourrais dire que j'aimerais avoir les marges de ce tableau-là. Il faut l'écrire correctement, respecter la syntaxe. Et donc, je place mon objet qui vient de l'usage de cette fonction-là et je le place dans cette nouvelle fonction, toujours avec la parenthèse d'entrée, la parenthèse de sortie. Et vous allez voir, il va me générer les marges de lignes, donc 1 plus 4 égale 5, 4 plus 1 égale 5, et le total fait bien 10. Je peux aussi décider de lui demander de calculer les proportions. Donc, je fais prop table sur T1. J'utilise toujours mon objet T1 et je fais rouler cela. Et là, j'obtiens les proportions. Je pourrais décider de multiplier ces proportions par 100 pour obtenir les pourcentages. Et voilà, j'obtiens le pourcentage. Je pourrais aussi décider de faire avec tout ça un graphique. Donc, une fonction graphique, bar plot, donc une fonction classique. Je place mon fameux tableau T1, donc je réutilise, je recycle mon tableau que j'ai créé ici. Donc, je vais obtenir mon graphique. Et vous le voyez ici, dans la fenêtre, on retrouve le graphique. Je pourrais décider de le voir allemand. Le voilà. Il n'est pas très beau, il n'est pas très explicite. Je vais donc ajouter un titre avec l'argument main. Et je vais placer le titre, un titre provisoire, mais vote selon la classe sociale. Je fais rouler à nouveau la ligne et j'obtiens mon titre s'est ajouté. Je pourrais décider d'avoir une légende pour distinguer le gris du noir et j'utilise un autre argument, légende est égal à vrai, true, et je dis oui, je veux une légende. Et la légende apparaît. Je pourrais décider de vouloir voir côte à côte les deux colonnes, plutôt qu'elles soient superposées, plutôt que les barres soient superposées. Je pourrais décider qu'elles soient côte à côte. Donc, j'utilise un autre argument. Et là, je vais voir normalement le graphique autrement.